Bienvenue dans la quatrième vidéo du chapitre 13 de Crystal Clear Electronics 2. Les épisodes précédents étaient principalement théoriques, mais dans les prochaines parties, nous ajouterons quelques exemples pratiques. Pour cela, nous utiliserons une breadboard que vous pouvez voir ici. Sur cet outil, nous pouvons trouver le capteur de lumière, un thermomètre et le capteur d'humidité. Vous pouvez utiliser ces capteurs sur le panneau en écrivant et en lisant leur registre, et la communication se fait via le bus I2C que vous connaissez déjà depuis le chapitre 8. En lien avec ce chapitre, il y a 4 projets d'exemples à travers lesquels nous aimerions expliquer le fonctionnement des capteurs. En s'appuyant sur le chapitre 9, les projets utilisent l'écran OLED pour rendre la lecture des valeurs des capteurs aussi simple que possible. Dans le premier exemple, nous allons faire fonctionner un capteur de lumière ADPS9300. Sur cette minuscule carte verte, également appelée carte d'interface, vous pouvez voir un capteur encore plus petit. Le seul but de la carte d'interface est de rendre les broches du composant soudé aussi accessibles que possible, afin que le capteur puisse être facilement inséré dans votre breadboard. Le capteur de lumière a déjà été présenté au chapitre 8 dans le contexte du bus I2C. Commençons par passer en revue les informations pertinentes dans la fiche technique. Le capteur possède 2 photodiodes polarisés en inverse. L'une détecte dans le domaine du visible et de l'infrarouge, l'autre uniquement dans l'infrarouge. En plus des broches habituelles, à savoir GND, VDD, SCL et SDA. Le capteur dispose d'une entrée de sélection d'adresse et d'une sortie d'interruption, abrégée INT. L'entrée de sélection d'adresse peut être connectée soit à la masse, soit au VDD, ou bien laissée en l'air. Selon le potentiel de sélection d'adresse, le dispositif peut être adressé à une adresse différente, ce qui permet d'utiliser jusqu'à 3 de ces capteurs sur le même bus I2C. Une limite inférieure et une limite supérieure d'éclairement peuvent être définies dans le capteur par logiciel. Si l'intensité lumineuse est inférieure ou supérieure à ces limites, la sortie d'interruption passe à 0. Sinon, la sortie est en l'air. Plus précisément, la résistance de tirage est maintenue au potentiel du VDD. Ce tableau présente les registres du capteur. Pour résumer, vous pouvez régler le temps d'intégration de l'ADC de type intégrateur dans le capteur, le gain du capteur, les paramètres d'interruption, ainsi que les sorties des ADC connectées au photodiode. Vous pouvez voir le processus d'écriture et de lecture des registres sur cette figure que vous pouvez également retrouver dans la fiche technique. La communication est toujours initiée par le microcontrôleur et le premier octet, écrit, est un code de commande qui détermine la suite de la communication. La figure montre l'écriture et la lecture d'un octet. Lors de l'écriture ou de la lecture de paires de registres, 2 octets sont écrits ou lus par le microcontrôleur. Il est important de comprendre la structure du code de commande, comme illustré sur cette figure. Le bit CMD doit toujours être positionné à 1. En positionnant le bit clear à 1, l'interruption demandée peut être effacée, ce qui a pour effet de mettre la sortie INT en état flottant. Le bit word doit être positionné à 1 si l'objectif est de lire ou d'écrire une paire d'octets. L'adresse, composée de 4 bits, indique l'adresse du registre à modifier. Celles-ci ont été illustrées précédemment dans le tableau des figures. Le capteur est activé en écrivant dans le registre de contrôle dont la structure est visible ici. L'appareil peut être allumé en positionnant la paire de bits d'alimentation sur 11B, tandis qu'en la réglant sur 00B, il s'éteint. Ainsi, pour l'allumer et le mettre en marche, il faut d'abord que le microcontrôleur, qui est le cerveau de l'opération, envoie le code de commande spécifique 1000 laser B à l'adresse précise de l'appareil concerné, puis, dans un second temps, l'octet complémentaire 0011B. Allumer et éteindre l'appareil peut être nécessaire pour les systèmes à faible consommation d'énergie. Alors que le capteur consomme un courant maximal de 0,6 mA lorsqu'il est allumé, il ne consomme que 3,2 mA lorsqu'il est éteint, soit environ 180 fois moins de courant. Le registre de temporisation peut être utilisé pour régler le temps d'intégration des cannes de type intégrateur dans le capteur ainsi que le gain interne du capteur. Lorsque le bit de gain est réglé sur 1, le capteur fournit une sortie amplifiée 16 fois. La valeur de la paire de bits INTCK permet de définir différents temps d'intégration.
Plus le temps d'intégration est long, plus la mesure est précise, mais le capteur devient également plus lent. Il est possible d'utiliser n'importe quel temps d'intégration. Pour démarrer la mesure, réglez le bit manuel sur 1 et pour arrêter la mesure, réglez ce même bit sur 0. Le dernier registre de contrôle configure les interruptions. La paire de bits INTR doit être réglée sur 01B pour activer les interruptions et sur 00B pour les désactiver. Les 4 bits de persistance définissent le nombre de cycles d'intégration. La valeur mesurée doit sortir de la fenêtre spécifique pour déclencher une interruption. Les bornes inférieures et supérieures de la fenêtre peuvent être définies entre les adresses EXA2 et EXA5. Celles-ci peuvent être sélectionnées par les bits d'adresse du code de commande. La fenêtre se réfère à la diode CH0 et CH1 est ignorée par la logique de gestion des interruptions. Pour un exemple d'utilisation pratique, consultez le projet STM32CubeIDE, cours 13 sur le capteur de lumière. Les fichiers lightsensor.h et lightsensor.c contiennent le code nécessaire pour utiliser le capteur. Une nouvelle fonctionnalité dans l'interface de configuration de CubeMX est que la broche PF8 du microcontrôleur est configurée en mode GPIO-XTI8 pour détecter les interruptions. L'état par défaut de l'entrée d'interruption est à 1 logique, que le capteur de lumière fait passer à 0 logique en cas d'interruption. Il faut donc une détection de front descendant. Les paramètres sont également affichés à l'écran. Les interruptions peuvent être activées dans l'onglet NVIC et l'environnement de développement générera automatiquement les extraits de code nécessaires. L'événement associé à l'interruption peut être spécifié dans la fonction de rappel HAL-GPIO-XT. STM32CubeIDE ne fait que créer, c'est-à-dire déclarer cette fonction, mais ne l'insère pas dans le fichier main.c. Par exemple, dans la fonction de rappel HAL-GPIO-XT, vous pouvez compter le nombre d'interruptions reçues, ce qui peut ensuite être affiché à l'écran. Dans la fonction principale, après les initialisations habituelles, il faut d'abord définir l'adresse I2C du capteur. Cela est suivi par l'activation du capteur, le réglage du gain et du temps d'intégration des ADC, et enfin l'activation et la configuration des interruptions. Dans la boucle infinie while true, le programme commence par demander la valeur d'illumination en lux, puis les valeurs mesurées séparément par les diodes du capteur de lumière. Pour pouvoir être affichées à l'écran, les valeurs brutes doivent être converties en chaîne de caractères, par exemple en utilisant la fonction sprintf. L'étape suivante consiste à afficher les valeurs rouges ainsi que le compteur des interruptions reçues. À la fin du cycle, il est nécessaire d'appeler lightsensor clear interrupt pour effacer toute nouvelle interruption qui pourrait survenir pendant que le microcontrôleur traite déjà une interruption reçue afin qu'il puisse détecter le nouveau front du signal sur la broche PB8 en cours d'exécution. Le programme utilise la valeur de retour des fonctions lightsensor pour vérifier le succès de la communication. Si l'accès au capteur a échoué, il allume les LED du panneau. Avant d'entrer dans les détails concernant la fonction et le fonctionnement de chaque fonction du programme, essayons de voir si nous pouvons exécuter le programme tout court. N'oubliez pas de modifier l'attribution des broches en fonction du microcontrôleur que vous utilisez selon ce que vous avez appris précédemment. Pour ce programme, vous devez configurer correctement 4 sorties GPIO, une entrée d'interruption et un canal I2C, qui servent à communiquer avec le capteur et l'afficheur OLED. Une fois cela fait, il vous suffit de charger le programme sur le microcontrôleur. Si tout a été fait correctement, l'afficheur montrera les informations dont vous avez besoin. Vous verrez la valeur de la luminosité en lux. Comme déjà mentionné, l'appareil contient également 2 canaux de photosenseur. Le canal 0 est sensible à un spectre plus large, incluant la plage de lumière visible, tandis que le canal 1 est plus sensible à une plage infrarouge plus étroite. Vous pouvez également voir les valeurs des registres pour ces 2 canaux. En bas, vous pouvez lire le nombre d'interruptions reçues. C'est le nombre de fois où la luminance mesurée a dépassé les limites minimales et maximales prédéfinies. Vous pouvez voir comment les valeurs mesurées changent si, par exemple, le capteur de lumière est couvert et que moins de lumière atteint le détecteur. Ce capteur peut même être utilisé pour vérifier si une télécommande de télévision, de radio ou même de climatisation est à court de piles ou non. La plupart de ces appareils communiquent avec l'appareil à contrôler en utilisant la lumière infrarouge, qui nous est invisible.
En pointant une telle télécommande vers le capteur, vous pouvez voir que la valeur du canal 1 change. Merci Shotzi. Examinons maintenant plus en détail le rôle des fonctions. Le fichier d'entête du capteur de lumière H contient les valeurs des constantes nommées de manière informative ainsi que les déclarations des fonctions qui gèrent le capteur avec une brève description de leur fonctionnement. Il existe de nombreuses similitudes entre les fonctions, vous pouvez donc comprendre chacune d'entre elles en vous appuyant sur les principes de base. Vous pouvez voir à partir du fichier lightsensor.c que la communication I2C est gérée par des fonctions familières de la bibliothèque HAL. Chaque fonction que nous avons créée produit son entrée correspondante et évalue sa sortie. Tout d'abord, voyons comment effectuer une opération d'écriture d'un ou deux octets. Le bloc de données envoyé se compose de 3 octets. Le premier est le code de commande dans lequel les bits CMD et Word doivent être positionnés à 1 et les 4 bits de poids faible spécifient l'adresse du registre à modifier. Ceux-ci peuvent être combinés en un octet en utilisant l'opération OU bit à bit. Lors de l'écriture d'une paire de registres, l'octet de poids faible doit être envoyé en premier, suivi de l'octet de poids fort. L'entrée sur 16 bits peut être séparée à l'aide de l'opération UTBit à bit ou d'un décalage. Bien que la fonction ci-dessus ne soit pas utilisée dans le projet d'exemple, elle illustre la structure du code de commande et l'envoi d'octets consécutifs. Un autre principe important est que lors de l'écriture dans un registre, il ne faut modifier que les bits que vous souhaitez changer. Ce principe est utilisé, par exemple, par la fonction setInterruptState du capteur de lumière présentée précédemment. Tout d'abord, la fonction lit la valeur du registre d'interruption. Ensuite, elle met à 0 la paire de bits INTR, mais laisse les autres valeurs inchangées. Enfin, une opération OU bit à bit sur l'octet, décrivant le nœud d'interruption sélectionné, donnera la valeur modifiée du registre d'interruption. Par exemple, pour activer les interruptions, l'octet d'état est 00001000000. Enfin, il est important d'aborder la fonctionnalité de la fonction getLightLevel du capteur de lumière HAL StatusTypeDef. La fonction calcule la valeur de l'illumination en lux que l'œil peut percevoir sur la base d'une formule empirique. Celle-ci est fournie par le fabricant dans la fiche technique. Des expressions différentes sont nécessaires pour différentes valeurs de CH0 et CH1. Nous espérons que vous avez réussi à comprendre comment ces lignes de programme contrôlent le capteur. Si vous avez réalisé ce circuit, nous vous recommandons d'essayer le capteur dans autant de configurations que possible en réécrivant les paramètres dans le programme. Mais allons plus loin maintenant et essayons un capteur qui offre la possibilité de mesurer la température. Sur la breadboard, vous pouvez voir une carte d'extension bleue à côté du capteur de lumière. Nous y avons soudé notre capteur de température LM75A. Comme vous pouvez le voir, une patte du capteur est connectée à une patte de la LED via un MOSFET, mais nous y reviendrons dans un instant. Ce capteur est vraiment similaire à un capteur de lumière. Le capteur mesure la tension aux bornes d'une jonction PN alimentée par un courant direct constant à l'aide d'un convertisseur analogique numérique sigma delta sur 11 bits. Le capteur de température effectue la mesure toutes les 100 millisecondes. Son contrôle et la récupération des données de température peuvent également se faire en lisant et en écrivant dans les registres qu'il contient. En plus des broches nécessaires SDA, SCL, GND et VCC, le thermomètre possède 3 broches de sélection d'adresses marquées A0, A1 et A2 qui peuvent être connectées au potentiel VCC ou GND et déterminent les 3 bits de poids faible de l'adresse du dispositif. Ainsi, sur le même bus I2C, un total de 8 capteurs comme celui-ci peuvent être utilisés. Nous avons maintenant connecté ces broches au potentiel GND. La sortie OS, arrêt pour surchauffe, du capteur est similaire à la sortie d'interruption du capteur de lumière. Pour illustrer le fonctionnement, la sortie OS sur la breadboard commande une LED via un FET, comme vous avez pu le voir sur le circuit précédemment réalisé. La sortie OS est en drain ouvert et flotte donc à l'état inactif. C'est pourquoi nous aurons besoin d'une résistance de rappel, pull-up. Elle peut fonctionner selon 2 modes. Il s'agit des modes interruption et comparateur. Pour illustrer cela, voyons un schéma.
En mode comparateur, par exemple, il peut être utilisé pour contrôler un ventilateur de refroidissement afin qu'il soit activé lorsque la température mesurée dépasse TOS et reste actif jusqu'à ce qu'elle soit inférieure à test. En mode interruption, si la température mesurée sort de la fenêtre prédéfinie, la sortie OS est activée et reste active jusqu'à ce qu'un registre soit lu. La limite inférieure de la fenêtre est contenue dans le registre TIST et la limite supérieure dans le registre TOS. Ainsi, contrairement au capteur de lumière, il n'existe pas d'instruction dédiée pour effacer l'interruption. Selon la fiche technique, si une température mesurée supérieure à TOS active la sortie OS, la prochaine activation ne peut être déclenchée que par une température inférieure à TIST et inversement. Cela peut être une information importante pour les applications pratiques. Comme vous pouvez le voir sur le schéma bloc, le capteur de température possède plusieurs registres qui peuvent être lus et écrits pour contrôler l'appareil. La première étape de la communication consiste à déterminer quel registre vous souhaitez écrire ou lire. Pour le capteur de lumière, cela se fait par les 4 bits de poids faible du code de commande. Pour le thermomètre, cela s'appelle le registre pointeur dans la fiche technique. Les 2 bits de poids faible du registre pointeur sont utilisés pour sélectionner le registre à écrire. Contrairement à l'octet du code de commande du capteur de température, le registre pointeur n'est en réalité qu'un indicateur. Par exemple, pour modifier le registre TIST, le microcontrôleur doit d'abord envoyer l'octet 00000010 à l'adresse du capteur, puis l'octet de poids faible de TIST, puis l'octet de poids fort. Lors de la communication avec le capteur, il n'est pas nécessaire de spécifier si un ou deux octets sont lus ou écrits. Le registre de configuration contient les paramètres du capteur. Le bit B0 peut être utilisé pour mettre l'appareil en mode veille, auquel cas il n'effectuera aucune mesure et sa sortie OS restera inchangée. Le bit B1 détermine le mode OS et le bit B2, la sortie OS active. Les bits B3 à B4 déterminent le nombre de fois consécutives où la température mesurée doit être en dehors de la fenêtre de température spécifiée du même côté pour que la sortie OS soit activée. Dans le tableau présenté ici, les valeurs marquées d'une étoile sont les valeurs par défaut à la mise sous tension. Il est important que le capteur soit réinitialisé lorsque l'alimentation est coupée. Ce n'est pas indiqué dans le tableau, mais une valeur par défaut supplémentaire lors du redémarrage de l'appareil est que le TOS, le seuil de température supérieure, est réglé à 80 degrés Celsius, tandis que le seuil inférieur est fixé à 75 degrés Celsius. Les 11 bits de poids fort du registre de température stockent la température mesurée dans un système de numération en complément à 2 avec une résolution de 0,125 degrés Celsius. En d'autres termes, un huitième de degré Celsius. Heureusement, nous n'avons pas à nous soucier du complément à 2 car l'unité ALU du microcontrôleur peut le gérer. Si la valeur du registre commence par un 0, les données binaires représentent un nombre positif, et si elles commencent par un 1, il s'agit d'un nombre négatif. Pour convertir un nombre négatif dans un autre système de numération, il faut d'abord inverser la valeur du registre bit par bit, puis ajouter un bit. Par exemple, si les 11 bits de poids fort du registre sont 1010 NZ 10, alors il s'agit d'une température négative. Inversée bit par bit, cela donne 000ZNZ1. Ajouter un bit, donc le résultat binaire sera 00000010, ce qui équivaut à 82, donc 82 multiplié par 1,8, puis multiplié par moins 1. La température mesurée est donc moins 10 et 1/4 de degré Celsius. Si vous pensez avoir besoin de revoir les connaissances sur le binaire et les autres systèmes de numération, vous pouvez télécharger et ouvrir le premier chapitre de Crystal Clear Electronics 1 depuis nos sites web ou dans votre application mobile CC. Les registres TIST et TOS sont également sur 2 octets, mais seuls les 9 bits de poids fort contiennent des informations avec une résolution d'un demi-degré Celsius, également en représentation complément à 2. L'utilisation pratique du thermomètre est démontrée dans le projet SCM32 CubeIDE nommé Lecture 13 capteur de température. Le code nécessaire à l'utilisation du capteur se trouve dans les fichiers temperaturesensor.h et temperaturesensor.sys. La fonction principale définit les températures TIST et TOS après les initialisations habituelles. Vous devrez probablement ajuster les valeurs en fonction de la température de l'environnement du panneau.
Après la configuration initiale, vous pouvez voir quelle est la température mesurée par le capteur. Si vous réglez les valeurs de TIST, disons 1 ou 2 degrés Celsius plus haut, et la température TOS encore 1 degré Celsius au-dessus, alors vous pouvez activer la sortie OS avec un souffle ou en touchant avec votre doigt, ce qui allume la LED contrôlée par la broche OS. Dans la boucle infinie while, les valeurs mesurées sont lues et affichées de manière similaire à ce que l'on observe avec le capteur de lumière. Fait intéressant, lors du dessin du cercle du symbole Celsius, le programme prend en compte le nombre de chiffres de la partie fractionnaire de la température et détermine la position du cercle sur l'affichage. Dans le fichier d'entête temperaturesensor.h, vous pouvez voir les constantes et fonctions que vous devez utiliser. Comme pour le capteur de lumière, nous ne pouvons pas tout expliquer en détail concernant le capteur de température, mais le fichier d'entête contient des commentaires explicatifs pour vous aider à l'utiliser. Les principes de base évoqués pour le capteur de lumière s'appliquent également ici, et à titre d'exemple, voyons deux fonctions. LM75AGET température et LM75A7 OST température. Dans LM75AGET température, on part du principe que seules des valeurs positives sont mesurées par le capteur. Il est indiqué dans la fiche technique que les 11 bits supérieurs des 2 octets de données contiennent l'information, donc la valeur du registre de température doit être décalée de 5 bits vers le bas. La résolution est d'un huitième de degré Celsius, donc la valeur convertie en flottant doit être multipliée par ce facteur. La fonction LM75A7OS température attend une valeur limite exprimée en degrés Celsius entiers, de type UINT16T. Puisque les 9 bits supérieurs du registre TOS contiennent l'information, LM75 ATOS-Shift correspond à 8 bits qui doivent être décalés vers le haut pour la valeur d'entrée. Le décalage n'est pas de 7 bits car l'entrée de la fonction est un entier, donc la plus petite valeur locale correspondant à un demi-degré Celsius est fixée à 0. Et ensuite, il ne reste plus qu'à vérifier votre programme pendant son exécution. Dans le programme d'exemple, nous utilisons le capteur en mode comparateur par défaut, donc lorsque la température de l'appareil dépasse le seuil supérieur prédéfini, qui est dans notre cas de 28 degrés, la LED connectée à la broche OS s'allume. Inversement, lorsque la température descend en dessous du seuil inférieur, la LED s'éteint. Nous avons maintenant fixé ce seuil inférieur à 27,5 degrés dans le programme. Si vous construisez et testez ce circuit, ce que nous vous recommandons vivement de faire, vous pouvez également ajuster librement ces valeurs de température, par exemple, pour les adapter à l'emplacement d'utilisation et à sa température. Voyons maintenant si la LED s'allume vraiment lorsque je chauffe le capteur d'une manière ou d'une autre, par exemple en le touchant avec mes doigts. Et oui. Et si nous attendons un peu, vous devriez constater qu'aussitôt que le thermomètre atteint la limite inférieure définie, la LED s'éteint, comme cela vient de se produire. Parfait. Notre programme fonctionne donc correctement. Un programme aussi simple pourrait par exemple être idéal pour réaliser des thermostats ou pour contrôler le ventilateur de refroidissement d'un PC. Je pense que les bases de l'utilisation d'un capteur de lumière et d'un thermomètre ont été abordées dans cette partie, mais il reste encore un troisième capteur à ajouter. Nous continuerons avec ce troisième capteur dans la prochaine vidéo, alors rejoignez-nous là-bas aussi. Au revoir. Au revoir.